Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Messieurs, nous sommes de retour avec Jean-Emmanuel Pierre, Henri Saint-Fleur et moi-même Jean-Ernest Pierre. On est là, on va regarder, messieurs, ce dossier qui a retenu l'attention des Canadiens cette semaine. C'est les 100 millions de Canadiens d'ici à 2100. Naturellement, le Journal de Montréal a relancé ce dossier, qui est la découverte du siècle, n'est-ce pas? L'initiative du siècle, on l'appelle, 100 millions. Alors, 100 millions de Canadiens. Je viens d'analyser la chose encore avec un député du NPD, qui me dit au nombre qu'on est aujourd'hui, près de 40 millions. D'ici 77 ans, on sera certainement 100 millions au Canada. De toute manière. De toute manière, on sera... Alors, faut comprendre que ceux qui ont parlé de ce projet-là, pour la première fois projet, mais une façon de dire, n'est-ce pas, ceux qui l'ont regarder, étudier de près, ont pris en considération tous les éléments, savoir le nombre qu'on est et les naissances naturellement et l'immigration. Mais ceux qui ont fait revivre ce dossier-là, vous ne m'entendrez pas parler du Journal de Montréal. C'est des gens qui veulent nous dire que c'est à la faveur de l'immigration qu'on va faire venir 100 millions de personnes, qu'on sera 100 millions au Canada d'ici à 2100. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux, c'est un accroissement naturel qui va se faire. Un peu d'immigration, oui, mais pas des plus exagérés. Alors, après ces explications, messieurs, moi je me demande comment ces gens-là qui ont une vision très anti-immigration à faire valoir, qu'on soit dirigeant du Québec, qu'on soit journaliste, conscience du Québec, mais on va exploiter la crédulité du monde, surtout pour faire peur aux Québécois de souche, en disant, mais voici, on va vous remplacer, nous serons remplacés d'ici quelques années, et c'est en quelque sorte la théorie du grand remplacement qu'on fait revivre là, mais de manière anodine, sans le dire, pas vrai? Bon, et ne nous cachons pas, on sait qu'il y a des médias qui font partie d'un tout et qui vont à fond de train sur la question de l'immigration parce que ce sont des médias qui voudraient que les choses restent entre nous. C'est-à-dire que tu as de ces gens qui vivent encore
dans le rêve que leur petit monde ne soit pas bouleversé par des étrangers, que leur petit monde... et surtout que les étrangers qui viennent, qui ne seront jamais considérés comme faisant partie intégrante de ce lieu commun qu'on partage, de cet avenir commun qu'on partage, il y a toujours de ces gens qui vont évoquer toutes sortes de choses possibles et imaginables. Et hier matin, quand on abordait la question avec notre ami Jacques Bourgeois, ce n'est pas pour rien que j'ai dit, dans la foulée, parce qu'il y avait cette question de la laïcité de l'État, et qu'on voudrait qu'on enlève le crucifix de l'Assemblée nationale, et que des gens associent la question très rapidement à l'immigration, les questions de religion, mais pas que l'État soit dissocié que l'Église soit dissociée de l'État, mais que on fait ça pour faire plaisir à d'autres religions, parce qu'on ne veut pas telle chose. Donc, la question des fêtes des pères, fêtes des mères, etc., qu'on est en train de remettre en question, je dis, par déduction, très rapidement, tu pourrais retrouver la chose aussi dans une dynamique religieuse, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là seraient des causes perdues, dépassées. Il y en a qui sont clairement identifiés comme l'extrême droite, parce que la cause identitaire, la cause du grand remplacement est portée par certains penseurs aux États-Unis, mais surtout en Europe, etc. Ce sont des gens qui s'affichent clairement dans un contexte de débat sur l'immigration, dans un contexte de protection de l'Europe blanche, aux yeux bleus et plutôt chrétienne. Et ici, c'est que, comme Jean-Ernest l'a souligné, on est quand même honteux par rapport à certaines choses. Ça donne un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est que malgré tout, on peut continuer à faire semblant de fonctionner ensemble. Mais le désavantage, c'est que les vraies affaires ne sont jamais dites, les vrais débats ne sont jamais abordés. Quand j'ai un Premier ministre qui regarde un système qui, dans certains cas, pendant la période de la Covid, a été porté à bout de bras par une communauté comme la communauté haïtienne, et qui me sort que les infirmières haïtiennes ne parlent pas français, pardon, ok. Et quand on me sort quand on voit le type de campagne qu'on est en train de mener, par exemple, en Europe, en France, préférablement, et dans des pays qui ne sont pas intéressés, ou bien qu'on fait venir, c'est vrai, on connaît les difficultés des Syriens, mais qu'on a Dieu que pour les Syriens, qu'on fait venir par des centaines de milliers, etc. Alors, rendez-moi fou ou sage, est-ce qu'on veut, sur la question identitaire, pour revenir à la question identitaire et la question de l'immigration, est-ce qu'on veut, par exemple, que cette immigration francophone puisse permettre aux Français de continuer, d'exister, de vivre, etc. Ou alors, on veut que le français puisse continuer, etc., qu'on reçoive des francophones, mais des francophones avec une certaine couleur. De peau. Hein? Bon, alors, parlons peu, parlons bien. Si le Québec veut une campagne d'immigration francophone, le Québec sait très bien qu'il y a des pays où il y a de bons francophones, et Jean-Ernest aime ajouter, même ceux qui ne parlent pas français, ce sont des francophiles, donc qui apprendraient à parler français très rapidement, et on pourrait ne pas être obligé d'aller trop loin. Absolument. Oui, Henri. Mais, au fait, dans tout ce débat, que ce soit du côté fédéral que du côté du Québec, il y a quelque chose de malsain dans l'approche. C'est-à-dire que quand le ministre de l'immigration au niveau fédéral, Sean Fraser, déclare que, et il commence ainsi, permettez-moi d'être très clair, let me be clear. Bon, on sent qu'il va nous mentir. C'est pas la couleur de la peau, là. Non, mais j'y arrive tout à l'heure. Okay. C'est-à-dire que le fédéral a déjà mis en branle
et son programme où ils vont essayer d'accueillir 500 000 immigrants par année. D'accord? Donc, c'est déjà en partie une atteinte vers les objectifs très naturels de 100 millions, pardon, et ils veulent pas l'avouer, ils veulent pas partir en guerre contre le Québec, ils veulent pas ressusciter le nationalisme québécois qui souhaite l'indépendance et tout. Donc, je peux comprendre. Mais quand dès qu'ils disent, de toute façon, c'est ce que... Non, oui. Attends. C'est ce que Freeland dit, c'est ce que Trudeau aime bien dire. Dès qu'il commence une phrase, permettez-moi d'être clair ou d'être très clair, ils vont nous mentir. C'est ce que j'ai constaté. Par la suite, que le Parti québécois réagisse et en lançant la menace de la disparition potentielle du Québec, il y a un problème. Parce que le Québec n'arrive pas, en termes de... Je pense qu'il n'y a qu'une année que le taux de rétention des immigrants au Québec a été positif, c'était pendant la pandémie. Hein? Les gens sont restés en place parce qu'il y avait interdiction de circulation. Mais on sait qu'il y a un bassin de francophones, que ce soit potentiel, que ce soit en Afrique, en Haïti, les multiples pays africains, d'autres pays, sauf que ça ne les intéresse pas. Bon, alors, quand tu dis ça, tu as tout dit. Tu dis tout. Parce que le vrai débat est là. D'abord, quand on dit... c'est à peu près le débat qu'on a fait en disant que l'Ukraine a le droit de choisir ses amis, ses groupes auxquels il veut appartenir, n'est-ce pas? Et la Russie n'a pas le droit de dire à peu près la même chose pour le Canada qui peut vouloir recevoir 500 000 immigrants pour les 10 prochaines années à partir de 2025. C'est le choix du Canada. Maintenant, est-ce que le Québec, faisant partie d'un ensemble canadien, va se sentir un peu né par rapport au fait que toutes les provinces... Parce qu'il faut comprendre que la dynamique entre les provinces canadiennes se manifeste dans une espèce de contribution au prorata du nombre d'individus que représente chaque province. Et lorsqu'une province qui était à 25% de la population, le Québec, d'année en année, perd au change, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'Ontario ne cesse d'accueillir plus d'immigrants et d'année en année, selon les besoins de l'Ontario. C'est pas pour les beaux yeux des immigrants. Hein? On a besoin de main-d'œuvre, n'est-ce pas? Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Eh bien, on va faire venir plus de gens et le fédéral répond à un besoin encore en main-d'œuvre. L'année où il va y avoir une récession et où il va y avoir énormément de difficultés à l'économie, on va arrêter l'immigration de recevoir des gens. Mais maintenant, c'est pas un problème d'espace de territoire qu'on a, c'est pas un problème de job qu'on a. Au contraire, on a besoin de preneurs pour la plupart des jobs. Alors, le fédéral veut ouvrir les bras, mais le Québec dit que il risque, comme province, de perdre au change parce que les autres vont grossir. Mais c'est au Québec. Le frein est mis au Québec. Le Québec a le loisir d'augmenter son immigration. Le Québec a choisi de ne pas augmenter, sinon avec 150 000 par année, c'est ça? Ce qui est 75. 50 000. 50 000. Non, c'était d'abord. Non, mais c'est 50 000. Pour 75 qui a été réduit à 50. Ben, c'est 50 000 non, par mais année. on est toujours à 50. On n'a pas 50 000 par année, donc on revient à ça. Donc, c'est le choix du Québec. Yep. Est-ce que le Québec
peut forcer le Canada. Et là, on va trouver toutes sortes de prétextes pour dire que ben, c'est l'occasion. Il vaut mieux nous tirer du Canada, nous retirer du Canada et faire notre indépendance. Vous allez toujours rester dans le même environnement en Amérique du Nord où vous allez être minoritaire de plus en plus. Hein? Parce que une fois que les communautés, avec cette dynamique de dispersion des francophones dans les autres provinces, une fois que les communautés francophones commenceront à prendre pied ailleurs, parce que tout le plaisir qui fait qu'on vienne gonfler les communautés francophones au Québec, c'est parce qu'il n'y a pas d'ouverture ailleurs. On se sent plus à l'aise, plus rapidement on s'adapte, plus facilement on s'adapte. Mais quand on aura des communautés bien installées, la tendance sera d'aller vers ces communautés-là dans le rest of Canada où on dit généralement les choses se passent, les décollages se font plus rapidement. Mais comprenons. C'est ça. La plupart, le fédéral n'a aucune difficulté à atteindre ses objectifs en matière d'immigration francophone. Et même que les immigrants qui ont été interviewés ont nettement déclaré que non seulement ça leur coûtait, c'était plus facile. Ça prend moins de temps, de 6 mois dans le reste du Canada à 2 ans ici. Oui, et ça coûte moins cher. Et ça coûte moins cher, oui. Parce qu'il faut toujours passer par 2 étapes. Hein. Lorsqu'on choisit le Québec, on choisit... Tu as le certificat de sélection et la résidence permanente. Bon, maintenant, on sait que le Québec bloque volontairement l'immigration francophone. Parce que certaines immigrations francophones. Oui, non, de manière générale, le Québec bloque l'immigration francophone. Lorsqu'ils ont réduit le programme des travailleurs qualifiés, ben, c'est des francophones pour la plupart. Hein? Et par la suite, hein, et il y a tout le problème où ça prend du temps, il change. Et Legault, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a réduit le programme des travailleurs qualifiés. C'est un programme qui permettait, après 1 an de travail, d'obtenir la résidence, hein, de faire la demande. Et une fois qu'on rencontre les critères, ça passait. Et on obtenait des points parce qu'on était là. Il y avait un autre aussi à peu près semblable à l'université, n'est-ce pas? On étudiait et à la fin du cycle d'études, on obtenait littéralement la résidence oui, au Québec. Dès qu'on étudiait dans certains secteurs où on avait un certain nombre un type de diplôme, il y a des secteurs qui étaient quand même interdits. Mais la plupart étaient ouverts. Donc, ce qui a permis... Surtout les sciences politiques. Ouais. Retournez donc chez vous. On va aller faire la politique chez vous. Non, le problème est clair, surtout avec le gouvernement de la CAQ, c'est que des immigrants, même s'ils sont francophones et qui viennent d'autres pays, donc qui ne sont pas... Même, il y avait le titre là, les professionnels racisés, hein, sont moins crédibles. Alors maintenant, en bon français, what does Québec want? Qu'est-ce que le Québec veut véritablement? Est-ce que le Canada doit restreindre ses objectifs d'augmenter la population? Je ne parle pas du 100 millions, là. 100 millions, c'est pas vrai. C'est ça l'objectif. Et je pense que Justin Trudeau a été clair et le gouvernement a été clair. Ce n'est pas dans les cartons du gouvernement d'augmenter et de faire en sorte. Et puis, il n'y a personne qui sera de ce monde d'ici 2100, là, OK? Je ne sais pas s'il faut planifier et voir à long terme. Oui, peut-être Henri. Parce qu'il est plus petit que nous. Voilà. Cela dit, messieurs, les autres provinces ont bien le droit de voir pour le bien-être des Canadiens et voir parce que comme on dit toujours, l'immigration se fait toujours en fonction des besoins de main-d'œuvre pour le capital. Tout à fait. Je regrette pour ceux qui ne sont pas capitalistes, mais dans nos pays occidentaux, on regarde bien à bien prendre soin du capitalisme, n'est-ce pas? Quand on a besoin de main-d'œuvre, on fait appel à l'étranger, les immigrants viennent et ils aident
le système à se renflouer d'une certaine manière. Si le Québec ne veut pas de ça, ben, plaise au Québec de rester comme il est. Et pendant ce Avec temps, le petit pain? pendant ce temps, les autres, et j'aime que Jean-Emmanuel ait évoqué cet aspect-là de la question, ça veut dire les autres provinces de l'Ouest commencent à voir la nécessité de se pourvoir en immigration francophone également. Ah oui, Hein? moi je trouve ça fascinant. Parce Mais que... c'est intéressant, Oui, à défaut d'être fascinant. C'est au moins intéressant. parce que vous imaginez que le fédéral affirme une de ses volontés, c'est de s'assurer de la subsistance hein, et de la survie plutôt. La survivance du français. Du français. Voilà. Et le Québec dit que l'immigration freine le français, mais sans jamais expliquer pourquoi hein, et comment. Parce que, et c'est Non, ça mais- le danger. non, mais- Et le ce qu'ils fédéral, disent. la suite de la pensée de Henri, la survivance du français, c'est que, à défaut par le Québec de recevoir beaucoup de francophones pour cette survivance du français, eh ben, le fédéral est en train de planter cette semence du français un peu partout dans l'Ouest canadien. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai eu pendant, il y a de cela 2 semaines, j'ai eu comme invité Nicole Baptiste, d'accord, Ouais. qui a vécu à Montréal, qui a été à Ottawa pour le travail et qui a créé un organisme communautaire. Les facilités qu'elle obtient, je ne dis pas que il suffit de claquer les doigts et puis on a toutes les subventions, mais elle a créé un salon du livre hein, et d'écrivains afro-canadiens à Ottawa. Et je peux vous dire, on n'a pas un salon parmi ceux qui existent à Montréal qui joue dans la même ligue qu'elle, après 5 ans d'existence. Donc, il y a une approche volontaire d'aider les francophones à intégrer, et très souvent, ces francophones sont bilingues. Donc, ils fonctionnent autant en anglais qu'en français, et ils ne menacent personne. Et ça, c'est le défi de François Legault. Il faut savoir à quelle enseigne on loge, n'est-ce pas? Parce que protéger la langue française, c'est d'avoir de plus en plus de gens qui parlent le français. Vous mettez des obstacles à recevoir ces gens-là sur des bases pas toujours évidentes, n'est-ce pas? Quelquefois, on ose croire que c'est aussi un peu sur la base de la couleur de peau qu'on évite à aller chercher des immigrants d'Afrique ou Ils même des n'attendent que Caraïbes. ça. Ils attendent que ça. Et lorsque, au contraire, vous faites venir des gens d'Europe qui parlent français, mais un petit tour et puis s'en va, n'est-ce pas? Ben, d'ailleurs, l'immigration francophone, donc quand je parle d'immigration, non, je vais rephraser. L'immigration française, donc je ne parle que de la France, au Québec, d'accord, la première constatation, c'est que 50% de cette immigration-là est d'origine maghrébine. Autrement dit, les parents viennent de pays d'Afrique du Nord, d'accord? Première constatation. Deuxième constatation, en termes de rétention, après 2 ou 3 ans, à moins que les chiffres aient changé, 50% retournent en France. Ouais, c'est clair, c'est bien évident. À ce moment-là, On n'a aucun intérêt, aucun avantage à les recruter. Alors, à moins qu'on me dise qu'on veut avoir des blancs aux yeux bleus et qu'on ne veut pas brunir le Québec. La preuve, c'est que après, quel que soit le nombre d'années, on est toujours perçu comme immigrant, alors que celui qui est originaire de l'Europe de l'Est, même après 10 ans, on parle de lui comme québécois. Et puis, bon, la tendance, je ne sais plus qui, pendant la semaine, soulignait le fait que, bizarrement, on va avoir tendance à s'adresser
à quelqu'un d'une autre couleur, d'une autre teinte en anglais, alors qu'on va s'adresser au Québec aux Blancs qui arrivent, qui est portugais, qui est grec, qui est en français, comme si on est entre nous. Entre nous. Messieurs, on doit faire la pause commerciale. Au retour, on parle d'Haïti. Hein? 30 minutes pour Haïti, c'est pas trop? Non, c'est bon, c'est bon. Ça va. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec Henri Saint-Fleur, Jean-Emmanuel Pierre et moi-même Jean-Ernest Pierre. On est là et là c'est la dernière partie. Messieurs, Bois-Calais continue à donner des motifs de croire que cette situation va changer. Et puis je regrette là, messieurs, moi je voudrais faire le débat uniquement si ça dépendait de moi, mais je sais que Bois-Calais pour ou contre Bois-Calais, parce que j'ai beaucoup de misère. C'est vrai, j'ai entendu à l'édition de Jean-Emmanuel de tout à l'heure, de midi, ce commissaire je parle de Monsieur Dain, comment Madame Le commissaire Muscadet s'exprimer en disant qu'il vient d'abattre un bandit, présumé bandit, etc. Il y a une manière de faire. Il y a une manière de dire également. Ça ne veut pas dire que ce type-là ne méritait pas de mourir, là, hein, parce qu'il a peut-être tué combien et combien. Mais dans un état de droit, ça ne se passe pas comme ça. Hein? Celui qui a commis des crimes mérite d'être jugé et avoir la possibilité de se défendre, n'est-ce pas? Et s'il est trouvé coupable, d'aller en prison, comme le cas d'Haïti. Mais actuellement, faut pas rire de personne, messieurs. Il n'existe pas un état de droit en Haïti. Arrêter quelqu'un, pour quoi faire? Pour l'amener au poste et le lendemain le retrouver face à la population encore et venir prendre ses revanches? Non. Il y a un problème et ce qui diffère aujourd'hui de 1986 lorsqu'on faisait le déchoucage, c'est qu'il y avait quand même un embryon du système de justice et auquel on pouvait faire confiance, n'est-ce pas? Mais là, il reste plus rien. Il reste plus rien. Les bandits qui sont arrêtés se retrouvent le lendemain de leur arrestation, si ce n'est le même jour, dans la rue et à narguer la population encore, non? Moi, à côté de tout ce que ça peut avoir comme difficulté à regarder, j'imagine encore plus à vivre, parce qu'on est quand même à distance sur les réseaux sociaux, il faut comprendre que la situation ne peut pas être différente quand l'État, parce que
le Bois-Calais est en porte-à-faux avec la logique d'un état de droit. Justement, la faillite de l'État provoque cette réalité-là. Il faut, pour les gens qui se disent, mais quelle horreur, etc., etc., à un certain moment, quand tu prends, par exemple, cet homme qui a qui a perdu une grande partie de lui en voyant des bandits assassiner sa femme bien-aimée et ses Après deux l'avoir filles. violé, probablement. Et ses deux filles. Puis, ils ont mis le feu au véhicule. Tu te rappelles cette histoire à la Croix des Bouquets, ok? À la Croix des Missions. Ça, c'est un exemple. Les autres gens qu'on viole, qu'on torture, tu sais, et des gens pour qui on va payer des rançons plusieurs fois pour retrouver finalement le cadavre de cet enfant sur une pile de fatras, etc. Alors, si tu as une situation, ce qu'on appelle un conditionnement, qui fait que cet individu a une douleur et une rage qu'il est en train de nourrir et qui, quand il se retrouve en face de son bourreau, a tendance à reproduire le geste pour que vous ressentiez le mal que l'autre a ressenti, sans avoir la logique que non, il va être mort, il ne... Non, mais à dire, Henri, que on vit dans une société où on est en train de prôner œil pour œil, dent pour dent, c'est difficile, hein? C'est difficile lorsqu'on sait ce que cela fait par rapport à ces bandits qui ont pris et ont gradué d'autorité en autorité d'un échelon à un autre, toujours plus haut, et qui ont cru qu'ils pouvaient tout faire. Maintenant, posez-vous la question avant de critiquer ce qui est en train de se faire. Je dis qu'il faudrait, s'il y avait un État, qu'il faudrait régulariser la chose tout de suite, s'assurer du droit, du respect des droits de tous ces individus qui vont se faire prendre, ne pas les tuer tout de suite. Mais là, il n'y a pas d'état de droit dans le pays. Et est-ce que ça voudrait dire que la personne, c'est comme une personne qui t'a giflé à la joue droite et tu lui tends la joue gauche, n'est-ce pas? Exact. C'est quoi l'idée là? En fait, tout ce qui se passe présentement en Haïti par rapport à ce dossier de Bois-Calais, et moi personnellement, je n'ose même pas critiquer parce que c'est en contre-réaction par rapport à ce que les gens subissent. Et effectivement, s'il y avait l'état de droit, ce serait plus facile. Mais comme il n'y a pas d'état de droit, et moi ce que je dis, c'est que la population doit non seulement régler le compte, comme on dit en créole, COMPTE, et de ces tortionnaires, hein, mais doivent régler également le compte de ceux qui dirigent et qui permettent tout ça. Mais ça viendra. Parce que ce qui arrive, Henri, j'ai écouté mon ami Ismaël qui dit à peu près la même chose. Ça va venir plus tard. Ça prend d'abord à la population de savoir qu'elle a la capacité, parce que dans un premier temps, face aux difficultés avec les bandits, la population a déserté les lieux, n'est-ce pas, et a laissé maison ferme et tout ça pour au bénéfice des bandits, n'est-ce pas? Et là, maintenant que cette population revient, commence à prendre conscience qu'elle a la capacité, ne serait-ce qu'avec des roches ou des pierres, en français, n'est-ce pas? Roche, et on arrive à venir à bout d'hommes armés, n'est-ce pas? Et de manches longues, comme on dit, n'est-ce pas? Eh ben, ça donne confiance à cette population, et cette population-là, plus tard, ira en direction de ceux qui ont toléré ces bandits-là, qui les ont armés. Moi, je suis absolument convaincu de ça. Et à quelque part, je suis d'accord avec toi.
Et la raison pour laquelle je préconise une simultanéité de ces gestes, c'est pour pouvoir au moins, comme on dit, clairer l'espace pour la résurgence de nouveaux gestionnaires du pays qui auront en mémoire que si jamais ils se comportent de la même manière, voilà ce qui risque de leur arriver. Bon, donc, je ne dis pas que ça doit à tout prix se faire au même moment, mais moi, ce que je trouve admirable, c'est que des gens avec peu de moyens ont dit aujourd'hui, ça suffit. Ça suffit. Et vraiment, et ce que j'aime comme expression, c'est basta. On en a marre, on fait ce qu'on peut, et par la suite, on verra. C'est ça. Mais ce que Henri évoque par rapport à la question de nettoyage, c'est pour moi un nettoyage qui se fait à plusieurs niveaux. L'international a son nettoyage aussi qu'il est en train de faire avec cette fameuse liste de politiciens et d'entrepreneurs. Si les sanctions, par exemple, annoncées n'auront finalement pas rapporté grand-chose ou rien rapporté, puisque l'ancien sénateur Ronnie Célestin. Ronnie Célestin a sa famille qui est en train de profiter encore de sa superbe vie-là. Et si ça n'a rien rapporté, au moins ça aura l'effet de mettre en lumière les menées de ces individus. Beaucoup d'entre eux, c'était des choses qui étaient connues au pays, mais en le faisant de cette manière-là, ce sont des gens qui sont ouvertement pointés du doigt par l'international comme ayant trempé dans des choses illégales. Quoique, soit dit en passant, vous avez peut-être vu comme moi l'image extrêmement intéressante de deux anciens dirigeants, un premier ministre et un président provisoire, Jocelyn Privert et Jean-Henri Séan, debout, discutant avec le premier ministre Ariel Henry lors de la fête de l'Europe à la représentation européenne à Port-au-Prince. Donc, c'est intéressant de voir ça, de voir les conséquences que pourraient avoir les sanctions soi-disant. Alors, pour revenir à ce que Henri disait, moi, je crois qu'il y a effectivement une certaine pédagogie. Et c'est là-dessus que je capitalise, sur le fait que les gens doivent comprendre, peut-être réfléchir à deux fois quand ils font leurs choses, parce que quand ils font leurs choses, que ça peut avoir des conséquences. Tu sais, le niveau de corruption en Haïti est tel qu'on ne prend même plus soin de créer un stratagème, et là, on exporte la chose dans des pays organisés. Je prends l'exemple du scandale de passeport à l'ambassade de Washington. C'est-à-dire que on fait les choses, l'argent, la corruption se fait tellement simplement que les gens oublient qu'ils ont franchi des frontières. Donc, tu vas avoir un ambassadeur qui va avoir un lieutenant officiel qui va faire le commerce du passeport sans aucune gêne avec des passeports qui arrivent chez l'individu qui travaille à l'ambassade avec un paquet d'argent, des dizaines de milliers de dollars aussi qui arrivent devant la porte de cet individu, etc. Ouais. C'est donc quelque part, il faut que ça s'arrête. Quelque part, il faut qu'on commence le nettoyage et surtout la pédagogie. Oui. On passe de violence à corruption. Les deux sont liés. Les deux sont liés. En Haïti, oui. Sont liés. Mais moi, je pense que la violence, c'est la priorité, et la violence, celle qui nous est proche dans la population, les tilaplis là sont collés sur la population.
Et c'est cette population qui est victime, la première victime désignée d'ailleurs, et cette population qui est décapitalisée comme ça se peut pas. Et les gens aujourd'hui n'ont plus rien à perdre et c'est pourquoi ils réagissent de cette manière. Tant et aussi longtemps on disait que les gens avaient peur de se faire tuer, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils avaient encore quelque chose qu'ils ne voulaient pas perdre. Et là, ils sont rendus où ils n'ont plus rien à perdre. Et c'est pour ça qu'ils jettent toute leur énergie dans la balance pour en finir avec cette situation. Absolument. Parce que la dernière fois que je suis rentré en Haïti, c'était en 2014. Hein, et j'étais éberlué par la richesse de possibilités qu'il y avait en Haïti. Et puis que les gens à côté mouraient de faim. Hein? Les gens quémandaient. Et les gens... En Haïti, moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est la capacité de réaction des gens pour trouver des petites jobines pour pouvoir tenir le coup. Moi... Et à un point tel, avec l'arrivée des gangs, je pense que les gens ont mis du temps à réagir et que maintenant qu'ils réagissent, je serai loin d'être le premier à les blâmer. Bon, l'arrogance au fil des années est devenue la règle, c'est-à-dire l'arrogance de la richesse mal acquise, c'est des millions qui sont investis par un petit jeune qui n'a jamais travaillé dans sa vie et qui possède le plus gros building de Port-au-Prince. Ok, on ne parlera pas d'Olivier Martelly, par exemple. Ok, l'arrogance aussi de ces gens qui vont piller un bureau alimenté par de petits travailleurs. Hein, c'est le fonds de vieillesse de petits travailleurs, l'ONA. Tu as un millionnaire, un multimillionnaire qui va prendre de l'argent de l'ONA pour revendre des dizaines de véhicules à l'État. Je ne nommerai pas Boulos. Tu sais, et ce sont tous des gens qui ont voix au chapitre, sur le pavé, etc. Ou bien sénateurs de la République, sans citer Yuri la Tortue, etc., qui font la leçon à tout le monde. C'est-à-dire que tu as un pays où, comme Jean-Ernest a dit, tu sais, je dis et je n'arrête pas de le dire, pour ce qui est en train de se passer en Haïti, ce que les gens font pour survivre, il y a une légitimité que je n'ai pas, parce que je ne vis pas, je vis la douleur à distance, je ne vis pas cette douleur au quotidien, cette peur que les gens ont, etc. Mais l'autre chose également, tu sais, dans la situation où est le pays, j'ai tendance à dire qu'on va revenir au principe, qu'on va revenir à cette Haïti qu'on veut construire, etc., quand Haïti sera hors de danger. C'est là, en ce moment, je comprends et je crois que le peuple, les populations, la population dans son intelligence a trouvé finalement, puisque largué par tout le monde, il y a un gouvernement qui n'a absolument rien fait, et c'est pour ça j'allais dire que je souris quand les gens me sortent comme analyse le fait que Ariel Henry serait en train d'utiliser les gens pour les faire éliminer leurs bandits. Si Ariel Henry a un projet politique, pourquoi il gagnerait? Parce que c'est l'analyse qu'on a toujours faite. Le gouvernement alimente les bandits parce que ça permet à ces gouvernements de rester au pouvoir, donc d'organiser des élections qu'on donnera à des proches, etc., etc. Maintenant que le peuple a trouvé une stratégie de se protéger, et on vient me dire que c'est Ariel Henry qui l'utilise. Bon, alors là, ça ne tient pas debout du tout. C'est une logique qui n'a pas de sens. Et j'ai commencé la dernière fois à analyser avec toi, Jean-Emmanuel, d'où qui contrôle le levier des bandits aujourd'hui. Est-ce que ça serait pas plus l'international? J'aurais compris qu'on me sorte ça. Tu sais, plus que Ariel Henry.
Parce que, bon, d'ailleurs, on n'a rien vu du côté encore de Washington à vouloir contrôler la sortie des armes et des équipements lourds et mais aussi des munitions, n'est-ce pas? Parce que tout ça, tous ces éléments-là, c'est des éléments de l'armerie des Américains, n'est-ce pas? Alors, Ariel Henry, même si ce n'est pas lui qui ordonne à la police d'agir, moi, le fait de voir aujourd'hui, hier, avant-hier, depuis environ 2 semaines, que la police tient haut et fort cette tendance à vouloir protéger la population et en finir avec les bandits, moi, je me dis que si Ariel Henry a un pouvoir, c'est lui encore le président du CSPJ, c'est ça? Je pense qu'il aurait demandé à la police de se retirer et de laisser les bandits respirer. Là, je pense qu'on est rendu vraiment à la toute fin parce qu'on est en train d'étrangler les bandits, surtout de Village de Dieu. Oui, non, mais il y a effectivement une opération, et moi je crois que c'est l'opération finale, au point où on en est, on ne peut plus reculer. Il faut trouver une solution par rapport à tout ça. Que les gens veuillent me dire que maintenant Ariel Henry y va parce que l'international lui dit qu'il faut minimalement une situation qui permette d'organiser des élections, je peux comprendre. Mais la théorie sur le fait que le Bois-Calais est en faveur ou manipulé par Ariel Henry, il me faudra beaucoup plus que ça pour sortir du ridicule. Maintenant, moi, ce que j'aimerais... c'est de voter sur oui ou non pour le Bois-Calais. Yes. Non, mais ce qui est en train de se passer, c'est que c'est une dynamique qui est en train de gagner tout le pays. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre dans cette perspective, pourquoi ça prend autant de temps, tu sais, et les opérations de la police, le fait de vouloir y aller et d'en finir avec cette situation, les zones de non-droit, et c'est seulement ça et surtout ça ma grande question. Mais je pense que la police, s'est fait brûler les ailes il y a quelque temps justement au Village de Dieu. Et donc, il faudra surtout pas que la police retombe dans le même piège et surtout qu'on voit des cadavres de policiers se faire mutiler, arracher, etc. Non, ces bandits méritent ce qui leur arrive aujourd'hui. Ce qui leur arrive, c'est pas compliqué, c'est à cause de leur arrogance. Ça a commencé tout simplement en se présentant en disant voilà, nous n'avons pas de job et l'arme que nous avons, c'est notre gagne-pain. Bon, on pouvait à la rigueur comprendre. Et à ce moment-là, ils avaient une cagoule sur la tête. À partir du moment où ils ont enlevé la cagoule, n'est-ce pas, vivant dans un quartier et se faisant le chef du quartier, comme on appelle ça, le don du quartier, Jean-Emmanuel, qui prend soin de la populace, n'est-ce pas, surtout dans les villages de Dieu. Alors, à ce moment-là, ils étaient sûrs qu'ils voulaient ou bien rester et diriger ce pays, ou bien alors ils devraient savoir qu'on allait un jour les prendre. Et d'ailleurs, on leur a, la police, en tout cas les autorités, leur ont toujours dit que leur place, c'est derrière les barreaux ou alors au cimetière. Au cimetière. Bon, et dans la perspective de la fin de tout ça, il faut comprendre que il peut avoir moult et moult manipulations politiques. Ce n'est pas à écarter. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'on écarte cette possibilité? Non, dans la situation en Haïti, on n'écarte aucune possibilité. Ce que nous disons, et ce que moi je dis personnellement, c'est que je ne vois aucune logique dans la théorie que Ariel Henry serait en train
de manipuler le mouvement qui se fait en ce moment. Pour deux raisons. Jean-Ernest, les brigades de vigilance ne sont pas venues avec Ariel Henry. Il n'a rien inventé. Pour l'autre chose, la rue dénonce les avant-gardes politiques qui se font manipuler par Ariel Henry. C'est-à-dire que le peuple, lui, est déjà conscient de ce que les avant-gardes politiques n'ont pas vu. Alors, par souci d'y aller, d'ambition politique, etc., etc. Moi, je dis que ce qui est en train de se passer dans la rue, là, en ce moment, est authentique. Est authentique, absolument. Et que le mouvement qui est soutenu aussi par des policiers, l'ordre n'est pas venu de la direction générale. Et je vous donne juste un exemple de ce que tu annonces. Tel qu'on le connaît, cet avocat qui fait partie du gouvernement, Maître André Michel, on le verrait dans ce mouvement. Oh, je vous donne la garantie. Si Maître André se pointe dans la bande, il y a sautil dans la bande. Bois-Calais, il aura. Ah oui. Non, il n'y a pas de manipulation. C'est ça. On peut tenter effectivement de manipuler, mais un peuple, Jean-Emmanuel, qui est pris à la gorge, que voulez-vous qu'il fasse? Et tu me donnerais bien raison, Jean-Emmanuel, parce que j'aimerais avoir raison là-dessus. Je disais que même ceux de nous autres, là, qui n'avaient absolument rien à proposer comme alternative à la souffrance du peuple, n'est-ce pas? À une solution qu'on n'a toujours pas trouvée, ils n'avaient rien à proposer. Même ceux-là attendaient un geste de la part de l'international. Mais sans le dire, parce qu'il ne faut pas le dire, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas parce qu'on paraît mal lorsqu'on dit « moi je veux que l'international intervienne ». On paraît mal. Même ceux-là voulaient. Mais certainement le peuple, et je le dis avec assurance, que le peuple attendait de voir l'international se pointer et botter le derrière de ces bandits-là. Et l'international nous a snobés. On est venu avec un avion, on est venu avec 2 bateaux. Et ils sont repartis chez eux. Et on n'a aucun bilan de ce qui a été fait. Et avant ce bateau et cet avion, il y a eu un bateau des États-Unis. On n'a absolument aucun bilan de cela. Alors, dites-moi là, est-ce que le peuple devrait se croiser les bras, attendre que Dieu vienne, que Jésus-Christ retourne sur terre? Les gens se sentent abandonnés. C'est la réponse à cet abandon. Et maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est de décider comment nous pouvons, nous de la diaspora, aider, venir en aide à cette population parce que le peuple est abandonné. Le peuple est abandonné. Et en plus, quand on dit la communauté internationale, encore une fois, je vais te rappeler, Jean-Emmanuel, c'est ce maire de Cité-Soleil qui a dit, oui, il y a eu une distribution de... Des fois, c'est quelqu'un qui n'a pas de nom, un no-name, n'est-ce pas, qui a fait la déclaration, on dit, on ne sait pas. Le maire de Cité-Soleil qui dit avoir vu des distributions de nourriture à des bandits de la part de ONG. ONG, c'est pas haïtienne, là. ONG internationale. Ces gens-là ont intérêt à voir la chose se perpétuer, n'est-ce pas? Et pour obtenir de l'aide de l'international, de manière à ce qu'ils interviennent comme comment on les appelle, n'est-ce pas, pour apporter à manger à ces gens, etc., etc. Alors oui, il y a un peu de l'international, mais oui, il y a la dignité du peuple haïtien. Le peuple haïtien est fier et dit basta, basta. Bois-Calais. Et dit basta bois-calamment. Merci Jean-Emmanuel Pierre. Merci Jean-Ernest Pierre. Merci Monsieur Saint-Fleur Henri. Merci Jean-Ernest. Merci à Jess Pierre. Merci à Madame Hébert. Merci à Corny. Merci à vous tous, mesdames, messieurs. On sera là la semaine prochaine pour une autre émission. Ferme au poste. Ferme au poste. Merci. Et si Henri n'est pas là, Bois-Calais. Ah oui.